Moi, mon téléphone, C'est bon. C'est bon? Ouais. Bonjour, Dr Sauvage, bonjour, Dr Pelagi. Vous venez nous présenter une superbe étude sur la calprotectine fécale et des abcès anaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus pour nos amis? Donc voilà, en effet, on a commencé avec le professeur Savag cette étude il y a maintenant 3 ans. Donc ici, on continue encore nos inclusions, on les a arrêtées ici pour la présentation à avril, donc c'était de 2021 à avril 2024. Et pour l'instant, ça reste une étude exploratoire et le but était de doser la calprotectine fécale chez n'importe quel patient qui venait et qui se présentait pour un abcès anal, de prélever cette calprotectine en péropératoire et de l'analyser et de voir si c'est corrélé en fonction, s'il y avait un seuil qui corrélait la découverte d'une maladie de Crohn liée à cette valeur de calprotectine. Et en faisant donc, nos analyses, il semble, c'est très difficile de déterminer très clairement sur un petit échantillon un seuil exact, mais il semble qu'au-delà de 100 microgrammes par gramme, ça devrait nous alerter et nous faire rechercher une maladie de Crohn. En fait, l'idée de base, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on opérait un certain nombre de patients qui récidivaient, et on ne savait pas quand exactement se poser la question de faire la coloscopie, le bilan endoscopique, et que finalement on avait un délai assez important entre l'épisode d'abcès et finalement le diagnostic de maladie de Crohn. Et donc il faut qu'on essaye d'avancer. Et donc voilà, on a cette possibilité de faire la calprotectine. On sait qu'il y a un certain nombre de patients qui finalement, quand on le prescrit en post-opératoire, ne le font pas, et donc on voulait essayer de le faire à un moment donné où on pouvait l'avoir facilement, c'est-à-dire au bloc au moment de l'abcès, mais on n'avait pas d'informations sur est-ce que vraiment on allait trouver une corrélation, donc c'est pour ça qu'on a fait ça. C'est exactement, c'est ça qui différencie en fait pourquoi on le fait en urgence et pas en électif. C'est vraiment parce qu'il y a le temps de recontacter. Généralement les patients sont déchargés le jour même ou le lendemain. Et donc le fait d'avoir ce dosage en péropératoire permettait d'éviter la perte de facilement 30 à 40% de patients. C'est pour ça qu'on en avait discuté assez longuement avec les gastro-entérologues chez nous au CHU d'Amiens, dont le professeur Mathurin qui en fait est aussi spécialiste dans les maladies inflammatoires. Raison pour laquelle en fait finalement ça avait un sens de le doser en urgence. Il y a une donnée qui m'a un petit peu surprise, c'est le fait que l'activité luminale n'influence pas le taux de calprotectine, alors qu'on se serait attendu à ce qu'une activité luminale intense ait une influence sur une augmentation du taux de calprotectine, ce qui ne ressort pas chez vous, ce qui n'est pas le cas dans la littérature actuelle. Comment est-ce qu'on peut éventuellement expliquer cette donnée un petit peu surprenante? La première chose, c'est qu'on n'a pas énormément de patients dans ce groupe, et donc peut-être qu'en fait c'est la problématique et qu'en augmentant le pool de patients, peut-être qu'on va réussir à trouver une différence. Ça, c'est la première explication. La deuxième, c'est on ne sait pas à quel point, à un moment donné, l'inflammation périanale ne prend pas le dessus complètement. Voilà, c'est difficile de savoir, mais je pense que l'explication principale, c'est probablement le nombre de patients. On a moins de 20 patients là sur ce pool de patients avec maladie luminale et dosage en urgence. C'est probablement pas assez. Et vous avez prévu de poursuivre le suivi de vos patients pour voir un petit peu l'évolution, si ceux qui n'ont pas de Crohn finalement en auront un? Ouais, tout à fait, en fait, c'est ça qu'on disait, comme j'avais dit dans une des premières diapositives, qu'actuellement le délai entre le diagnostic et les premiers symptômes, c'est d'environ 5 ans et demi. Idéalement, c'est pouvoir vraiment les suivre au moins jusqu'à 5 ans des patients. Là, ici, on s'est arrêté 6 mois avant pour voir un petit peu l'évolution. Rien qu'en faisant ça, en fait, on s'est rendu compte que sur les 3 ans, il y a des patients qui sont passés du groupe où ils n'avaient pas de maladie à la découverte de maladie. On était à quasiment 17 patients sur 98, donc ce qui est déjà pas mal. Et donc, bien sûr, le suivi à long terme, c'est clairement un des buts de bonne étude. Une nouvelle étude à venir. Oui, puis il y a plein après d'implications qui sont au-delà de la chirurgie. C'est-à-dire que finalement, ces patients avec une calprotectine élevée, peut-être que sur certains critères, on pourrait se poser la question d'un traitement précoce. Voilà, alors ça nous dépasse chirurgien, mais c'est des questions qu'on va pouvoir ouvrir avec les gastro-entérologues sur cette problématique de calprotectine élevée chez un patient qui a un abcès, qui a une fistule anopérinale, chez qui potentiellement on va diagnostiquer une maladie. Et l'idée, c'est de savoir est-ce que le diagnostic et le traitement
rapide de ces patients améliore la cicatrisation au long cours. Il y a plein de choses encore à découvrir et à creuser. Comme nouvelle étude à venir. Merci beaucoup. Merci à vous.